Chapitre 40. Les convives. Dans cette maison de la rue du Helder, où Albert de Morcerf avait donné rendez-vous à Rome au comte de Monte Cristo, tout se préparait dans la matinée du 21 mai pour faire honneur à la parole du jeune homme. Albert de Morcerf habitait un pavillon situé à l'angle d'une grande cour et faisant face à un autre bâtiment destiné aux communs. 2 fenêtres de ce pavillon seulement donnaient sur la rue. Les autres étaient percées, 3 sur la cour et 2 autres en retour sur le jardin. Entre cette cour et ce jardin s'élevait, bâtie avec le mauvais goût de l'architecture impériale, l'habitation fashionable et vaste du comte et de la comtesse de Morcerf. Sur toute la longueur de la propriété régnait, donnant sur la rue, un mur surmonté de distance en distance de vases de fleurs et coupé au milieu par une grande grille aux lances dorées qui servait aux entrées d'apparat. Une petite porte presque accolée à la loge du concierge donnait passage aux gens de service ou aux maîtres entrant ou sortant à pied. On devinait dans ce choix du pavillon destiné à l'habitation d'Albert la délicate prévoyance d'une mère qui, ne voulant pas se séparer de son fils, avait cependant compris qu'un jeune homme de l'âge du vicomte avait besoin de sa liberté tout entière. On y reconnaissait aussi, d'un autre côté, nous devons le dire, l'intelligent égoïsme du jeune homme, épris de cette vie libre et oisive qui est celle des fils de famille et qu'on lui dorait comme à l'oiseau sa cage. Par ces 2 fenêtres donnant sur la rue, Albert de Morcerf pouvait faire ses explorations au dehors. La vue du dehors est si nécessaire aux jeunes gens qui veulent toujours voir le monde traverser leur horizon. Cet horizon ne fut-il que celui de la rue. Puis, son exploration faite, si cette exploration paraissait mériter un examen plus approfondi, Albert de Morcerf pouvait, pour se livrer à ses recherches, sortir par une petite porte faisant pendant à celle que nous avons indiquée près de la loge du portier, et qui mérite une mention particulière. C'était une petite porte qu'on eût dit oubliée de tout le monde, depuis le jour où la maison avait été bâtie, et qu'on eût cru condamnée à tout jamais, tant elle semblait discrète et poudreuse, mais dont la serrure et les gonds soigneusement huilés annonçaient une pratique mystérieuse et suivie. Cette petite porte sournoise faisait concurrence aux 2 autres et se moquait du concierge, à la vigilance et à la juridiction duquel elle échappait, s'ouvrant comme la fameuse porte de la caverne des 1001 nuits, comme la sésame enchantée d'Ali Baba, au moyen de quelques mots cabalistiques ou de quelques grattements convenus, prononcés par les plus douces voix ou opérés par les doigts les plus effilés du monde. Au bout d'un corridor vaste et calme, auquel communiquait cette petite porte et qui faisait antichambre, s'ouvrait à droite la salle à manger d'Albert, donnant sur la cour, et à gauche son petit salon donnant sur le jardin. Des massifs, des plantes grimpantes, s'élargissant en éventail devant les fenêtres, cachaient à la cour et au jardin l'intérieur de ces 2 pièces, les seules placées au rez-de-chaussée, comme elles l'étaient, où pussent pénétrer les regards indiscrets. Au premier, ces 2 pièces se répétaient, enrichies d'une 3e prise sur l'antichambre. Ces 3 pièces étaient un salon, une chambre à coucher et un boudoir. Le salon d'en bas n'était qu'une espèce de divan algérien destiné aux fumeurs. Le boudoir du premier donnait dans la chambre à coucher et, par une porte invisible, communiquait avec l'escalier. On voit que toutes les mesures de précaution étaient prises. Au-dessus de ce premier étage régnait un vaste atelier que l'on avait agrandi en jetant bas murailles et cloisons, pandémonium que l'artiste disputait au dandy. Là se réfugiaient et s'entassaient tous les caprices successifs d'Albert, les cors de chasse, les basses, les flûtes, un orchestre complet, car Albert avait eu un instant, non pas le goût, mais la fantaisie de la musique. Les chevalets, les palettes, les pastels, car à la fantaisie de la musique avait succédé la fatuité de la peinture. Enfin les fleurets, les gants de boxe, les espadons et les cannes de tout genre, car enfin, suivant les traditions des jeunes gens à la mode de l'époque où nous sommes arrivés, Albert de Morcerf cultivait, avec infiniment plus de persévérance qu'il n'avait fait de la musique et de la peinture, ces 3 arts qui complètent l'éducation léonine, c'est-à-dire l'escrime, la boxe et le bâton, et il recevait successivement dans cette pièce destinée à tous les exercices du corps Grisier, Coux et Charles Le Boucher.
Le reste des meubles de cette pièce privilégiée étaient de vieux bahuts du temps de François Ier, bahuts pleins de porcelaine de Chine, de vases du Japon, de faïences de Luca de la Robbia et de plats de Bernard de Palissy. D'antiques fauteuils où s'étaient peut-être assis Henri IV ou Sully, Louis XIII ou Richelieu, car 2 de ces fauteuils, ornés d'un écusson sculpté, où brillaient sur l'azur les 3 fleurs de lys de France surmontées d'une couronne royale, sortaient visiblement des garde-meubles du Louvre, ou tout au moins de celui de quelque château royal. Sur ces fauteuils, au fond sombre et sévère, étaient jetées pêle-mêle de riches étoffes aux vives couleurs, teintes au soleil de la Perse, ou écloses sous les doigts des femmes de Calcutta et de Chandernagore. Ce que faisaient là ces étoffes, on n'eût pas pu le dire. Elles attendaient, en recréant les yeux, une destination inconnue à leur propriétaire lui-même, et, en attendant, elles illuminaient l'appartement de leurs reflets soyeux et dorés. À la place la plus apparente se dressait un piano, taillé par Roller et Blanchet, dans du bois de rose, piano à la taille de nos salons de Lilliputien, renfermant cependant un orchestre dans son étroite et sonore cavité, et gémissant sous le poids des chefs-d'œuvre de Beethoven, de Weber, de Mozart, d'Haydn, de Gréty et de Porpora. Puis partout, le long des murailles, au-dessus des portes, au plafond, des épées, des poignards, des crics, des masses, des haches, des armures complètes dorées, damasquinées, incrustées, des herbiers, des blocs de minéraux, des oiseaux bourrés de crin, ouvrant pour un vol immobile leurs ailes couleur de feu et leurs becs qu'ils ne ferment jamais. Il va sans dire que cette pièce était la pièce de prédilection d'Albert. Cependant, le jour du rendez-vous, le jeune homme, en demi-toilette, avait établi son quartier général dans le petit salon du rez-de-chaussée. Là, sur une table entourée à distance d'un divan large et moelleux, tous les tabacs connus depuis le tabac jaune de Pétersbourg jusqu'au tabac noir du Sinaï, en passant par le Maryland, le Porto Rico et le Latakié, resplendissaient dans les pots de faïence craquelés qu'adorent les Hollandais. À côté d'eux, dans des cases de bois odorant, étaient rangés par ordre de taille et de qualité les puros, les régalias, les havanes et les manilles. Enfin, dans une armoire toute ouverte, une collection de pipes allemandes, de chibouks aux bouquins d'ambre, ornées de corail et de narguilés incrustés d'or, aux longs tuyaux de maroquin roulés comme des serpents, attendaient le caprice ou la sympathie des fumeurs. Albert avait présidé lui-même à l'arrangement, ou plutôt au désordre symétrique qu'après le café les convives d'un déjeuner moderne aiment à contempler à travers la vapeur qui s'échappe de leur bouche et qui monte au plafond en longues et capricieuses spirales. À 10h moins un quart, un valet de chambre entra. C'était un petit groom de 15 ans, ne parlant qu'anglais et répondant au nom de John, tout le domestique de Morcerf. Bien entendu que dans les jours ordinaires, le cuisinier de l'hôtel était à sa disposition, et que dans les grandes occasions, le chasseur du comte était mis à sa disposition. Ce valet de chambre, qui s'appelait Germain, et qui jouissait de la confiance entière de son jeune maître, tenait à la main une liasse de journaux qu'il déposa sur une table, et un paquet de lettres qu'il remit à Albert. Albert jeta un œil distrait sur ces différentes missives, en choisit 2 aux écritures fines et aux enveloppes parfumées, les décacheta et les lut avec une certaine attention. « Comment sont venues ces lettres » demanda-t-il. « L'une est venue par la poste, l'autre a été apportée par le valet de chambre de madame Danglars. »« Faites dire à madame Danglars que j'accepte la place qu'elle m'offre dans sa loge. Attendez donc. Puis dans la journée, vous passerez chez Rosa. Vous lui direz que j'irai, comme elle m'y invite, souper avec elle en sortant de l'opéra, et vous lui porterez 6 bouteilles de vin assorties de Chypre, de Xérès, de Malaga, et un baril d'huîtres d'Ostende. Prenez les huîtres chez Borel, et dites surtout que c'est pour moi. »« À quelle heure monsieur veut-il être servi ?»« Quelle heure avons-nous ?»« 10h moins un quart. »« Eh bien, servez pour 10h30 précises. Debray sera peut-être forcé d'aller à son ministère. Et d'ailleurs, Albert consulta ses tablettes, c'est bien l'heure que j'ai indiquée au comte le 21 mai à 10h30 du matin, et quoique je ne fasse pas grand fond sur sa promesse, je veux être exact. À propos, savez-vous si madame la comtesse est levée ? Si monsieur le comte le désire, je m'en informerai. Oui. Vous lui demanderez une de ses caves à liqueurs, la mienne est incomplète, et vous lui direz que j'aurai l'honneur de passer chez elle vers 3h et que je lui fais demander la permission de lui présenter quelqu'un. Le valet sortit. Albert se jeta sur le divan.
déchira l'enveloppe de 2 ou 3 journaux, regarda les spectacles, fit la grimace en reconnaissant que l'on jouait un opéra et non un ballet, chercha vainement dans les annonces de parfumerie un opiat pour les dents, dont on lui avait parlé, et rejeta l'une après l'autre les 3 feuilles les plus connues de Paris, en murmurant au milieu d'un bâillement prolongé: « En vérité, ces journaux deviennent de plus en plus assommants. » En ce moment, une voiture légère s'arrêta devant la porte, et un instant après, le valet de chambre rentra pour annoncer M. Lucien Debray. Un grand jeune homme blond, pâle, à l'œil gris et assuré, aux lèvres minces et froides, à l'habit bleu aux boutons d'or ciselés, à la cravate blanche, au lorgnon d'écaille suspendu par un fil de soie, et que, par un effort du nerf sourcilier et du nerf zygomatique, il parvenait à fixer de temps en temps dans la cavité de son œil droit, entra sans sourire, sans parler, et d'un air demi-officiel. « Bonjour, Lucien, bonjour, dit Albert. Ah, vous m'effrayez, mon cher, avec votre exactitude. Que dis-je, exactitude? Vous que je n'attendais que le dernier, vous arrivez à 10h moins 5 minutes, lorsque le rendez-vous définitif n'est qu'à 10h30. C'est miraculeux. Le ministère serait-il renversé par hasard? Non, très cher, dit le jeune homme en s'incrustant dans le divan. Rassurez-vous, nous chancelons toujours, mais nous ne tombons jamais, et je commence à croire que nous passons tout bonnement à l'inamovibilité, sans compter que les affaires de la péninsule vont nous consolider tout à fait. Ah oui, c'est vrai. Vous chassez Don Carlos d'Espagne? Non pas, très cher, ne confondons point, nous le ramenons de l'autre côté de la frontière de France, et nous lui offrons une hospitalité royale à Bourges. À Bourges? Oui, il n'a pas à se plaindre, que diable. Bourges est la capitale du roi Charles VII. Comment, vous ne saviez pas cela? C'est connu depuis hier de tout Paris, et avant-hier la chose avait déjà transpiré à la bourse. Car M. Danglars, je ne sais point par quel moyen cet homme sait les nouvelles en même temps que nous, car M. Danglars a joué à la hausse et a gagné 1 million. Mais vous, un ruban nouveau, à ce qu'il paraît, car je vois un liseré bleu ajouté à votre brochette. Ils m'ont envoyé la plaque de Charles III, répondit négligemment Debray. Allons, ne faites donc pas l'indifférent, et avouez que la chose vous a fait plaisir à recevoir. Ma foi, oui, comme un complément de toilette. Une plaque fait bien sur un habit noir boutonné, mais c'est élégant. Eh, dit Morcerf en souriant, on a l'air du prince de Galles ou du duc de Reichstag. Voilà donc pourquoi vous me voyez si matin, très cher. Parce que vous avez la plaque de Charles III et que vous vouliez m'annoncer cette bonne nouvelle? Non, parce que j'ai passé la nuit à expédier des lettres, 25 dépêches diplomatiques. Rentré chez moi ce matin au jour, j'ai voulu dormir, mais le mal de tête m'a pris, et je me suis relevé pour remonter à cheval 1 heure. À Boulogne, l'ennui et la faim m'ont saisi, 2 ennemis qui vont rarement ensemble, et qui cependant se sont ligués contre moi, une espèce d'alliance carlo-républicaine. Je me suis alors souvenu que l'on festinait chez vous ce matin, et me voilà. J'ai faim, nourrissez-moi. Je m'ennuie, amusez-moi. C'est mon devoir d'amphitryon, cher ami, dit Albert en sonnant le valet de chambre, tandis que Lucien faisait sauter avec le bout de sa badine à pomme d'or, incrustée de turquoise, les journaux dépliés. Germain, un verre de xérès et un biscuit. En attendant, mon cher Lucien, voici des cigares de contrebande, bien entendu. Je vous engage à les goûter et à inviter votre ministre à nous en vendre de pareils, au lieu de ces espèces de feuilles de noyer qu'il condamne les bons citoyens à fumer. Peste, je m'en garderai bien. Du moment où ils vous viendraient du gouvernement, vous n'en voudriez plus, et les trouveriez exécrables. D'ailleurs, cela ne regarde point l'intérieur, cela regarde les finances. Adressez-vous à M. Humann, section des contributions indirectes, corridor A, numéro 26. En vérité, dit Albert, vous m'étonnez par l'étendue de vos connaissances. Mais prenez donc un cigare. Ah, cher vicomte, dit Lucien, en allumant un manille à une bougie rose brûlant dans un bougeoir de vermeil et en se renversant sur le divan. Ah, cher vicomte, que vous êtes heureux de n'avoir rien à faire. En vérité, vous ne connaissez pas votre bonheur. Et que feriez-vous donc, mon cher pacificateur de royaume, reprit Morcerf avec une légère ironie, si vous ne faisiez rien? Comment, secrétaire particulier d'un ministre, lancé à la fois dans la grande cabale européenne et dans les petites intrigues de Paris,
ayant des rois et mieux que cela, des reines à protéger, des partis à réunir, des élections à diriger, faisant plus de votre cabinet avec votre plume et votre télégraphe que Napoléon ne faisait de ses champs de bataille avec son épée et ses victoires, possédant 25 000 livres de rente en dehors de votre place, un cheval dont Château Renaud vous a offert 400 louis et que vous n'avez pas voulu donner, un tailleur qui ne vous manque jamais un pantalon. Ayant l'opéra, le jockey-club et le théâtre des variétés, vous ne trouvez pas dans tout cela de quoi vous distraire? Eh bien, soit, je vous distrairai, moi. Comment cela? En vous faisant faire une connaissance nouvelle. En homme ou en femme? En homme. Oh, j'en connais déjà beaucoup. Mais vous n'en connaissez pas comme celui dont je vous parle. D'où vient-il donc? Du bout du monde? De plus loin, peut-être. Ah, diable! J'espère qu'il n'apporte pas notre déjeuner. Non, soyez tranquille. Notre déjeuner se confectionne dans les cuisines maternelles. Mais vous avez donc faim? Oui, je l'avoue. Si humiliant que cela soit à dire. Mais j'ai dîné hier chez M. de Villefort. Et avez-vous remarqué cela, cher ami? On dîne très mal chez tous ces gens du parquet. On dirait toujours qu'ils ont des remords. Ah, pardieu, dépréciez les dîners des autres. Avec cela qu'on dîne bien chez vos ministres. Oui, mais nous n'invitons pas les gens comme il faut, au moins, et si nous n'étions pas obligés de faire les honneurs de notre table à quelques croquants qui pensent, et surtout qui votent bien, nous nous garderions comme de la peste de dîner chez nous, je vous prie de le croire. Alors, mon cher, prenez un second verre de Xérès et un autre biscuit. Volontiers, votre vin d'Espagne est excellent. Vous voyez bien que nous avons eu tout à fait raison de pacifier ce pays-là. Oui, mais Don Carlos, eh bien, Don Carlos boira du vin de Bordeaux, et dans 10 ans nous marierons son fils à la petite reine. Ce qui vous vaudra la toison d'or, si vous êtes encore au ministère. Je crois, Albert, que vous avez adopté pour système ce matin de me nourrir de fumée. Eh, c'est comme ce qui amuse le mieux l'estomac, convenez-en. Mais tenez, justement, j'entends la voix de Beauchamp dans l'antichambre. Vous vous disputerez. Cela vous fera prendre patience. À propos de quoi? À propos de journaux. Oh, cher ami, dit Lucien avec un souverain mépris, est-ce que je lis les journaux? Raison de plus, alors, vous vous disputerez bien davantage. Monsieur Beauchamp, annonça le valet de chambre. Entrez, entrez, plume terrible, dit Albert en se levant et en allant au-devant du jeune homme. Tenez, voici Debray, qui vous déteste sans vous lire, à ce qu'il dit, du moins. Il a bien raison, dit Beauchamp. C'est comme moi, je le critique sans savoir ce qu'il fait. Bonjour, commandeur. Ah, vous savez déjà cela, répondit le secrétaire particulier en échangeant avec le journaliste une poignée de main et un sourire. Pardieu, reprit Beauchamp. Et qu'en dit-on dans le monde? Dans quel monde? Nous avons beaucoup de monde en l'an de grâce 1838. Eh, dans le monde critico-politique, dont vous êtes un des lions. Mais on dit que c'est chose fort juste, et que vous semez assez de rouge pour qu'il pousse un peu de bleu. Allons, allons, pas mal, dit Lucien. Pourquoi n'êtes-vous pas des nôtres, mon cher Beauchamp? Ayant de l'esprit comme vous en avez, vous feriez fortune en 3 ou 4 ans. Aussi, je n'attends qu'une chose pour suivre votre conseil. C'est un ministère qui soit assuré pour 6 mois. Maintenant, un seul mot, mon cher Albert, car aussi bien faut-il que je laisse respirer le pauvre Lucien. Déjeunons-nous ou dînons-nous? J'ai la chambre, moi. Tout n'est pas rose, comme vous le voyez, dans notre métier. On déjeunera seulement. Nous n'attendons plus que 2 personnes, et l'on se mettra à table aussitôt qu'elles seront arrivées.